Mon invité est Nicolas Bavray, qui vient de publier Les Lettres béninoises. Cette fois-ci, ce n'est pas un essai, mais un conte moral, et je dirais presque crépusculaire, sur l'avenir de la France. L'intention est claire, pousser à son extrême la logique de la décadence dans l'espoir de provoquer le sursaut. En quelques mots, le synopsis du livre. Nous sommes en 2040, le directeur du FMI, qui est un Africain, un Béninois plus exactement, échange des lettres avec sa femme, ses collaborateurs et ses enfants. Il y raconte sa mission pour sauver une France déclassée, au 25e rang mondial, une France au bord de la faillite, à force de vivre dans le déni de la réalité, la fuite en avant, le reniement de ses engagements. Une France ruinée dans la débâcle, qui est sortie de l'euro, qui a toujours refusé de faire des réformes indispensables. Mais ces échanges épistolaires évoquent aussi, en contre-champ, une Afrique triomphante, en pleine expansion, qui vient de vivre ses 30 glorieuses dans la croissance durable et le respect de son environnement. Bonjour Nicolas Bavray. Bonjour. Alors, j'ai résumé le synopsis de votre livre en quelques lignes, mais ce qui va nous intéresser, c'est le fond, c'est toutes les idées que vous avez voulu faire passer dans cette histoire, dans cet échange épistolaire. Cette France de 2040 que vous décrivez, est-ce que ce n'est pas aussi à un siècle de distance, la France de 1940, cette France que Marc Bloch évoquait dans Une étrange défaite? Bien sûr, il y a un clin d'œil historique. Et ce clin d'œil. Vous êtes historien, je rappelle aussi. Et effectivement, on renvoie à Marc Bloch pour deux raisons, d'une certaine manière. Premièrement, vous l'avez rappelé, notre pays souffre de manière incroyable du déni des élites, qu'elles soient politiques ou médiatiques, déni par rapport à la situation du monde et puis à la situation réelle de notre pays. Et puis le deuxième aspect, avec ce titre de L'étrange défaite, c'est l'idée que cette situation et ce déclassement de la France auquel nous assistons est extrêmement paradoxal parce que, et le livre le rappelle, il y a beaucoup d'atouts dans ce pays, beaucoup de Français formidables, et ce qui est aberrant, anormal, consternant, c'est d'avoir cet effet de déclassement qui est spectaculaire maintenant en Europe par rapport à la reprise à laquelle nous assistons aujourd'hui, particulièrement en Europe et dans le monde développé, reprise de l'activité, baisse du chômage, et le fait que notre pays soit en train de se mettre en dehors de ce mouvement alors qu'il a une démographie positive, alors qu'il a de l'épargne et du capital, alors qu'il a des pôles de compétences publiques et privés, alors qu'il a des cerveaux, des talents, mais qu'on force à s'exiler, alors qu'il a des entreprises performantes, son mode de vie, sa civilisation, sa culture, sa gastronomie. Donc, c'est effectivement. Alors, je ne pouvais pas, Nicolas Bavray, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder quelques notes que j'ai préparées. Oui. Est-ce qu'on n'a pas des exagérations autour du malade France? Alors, j'ai des tableaux, des chiffres sourcés sous les yeux. En termes de part de marché, si on prend part de marché mondial, si on met à part, bien entendu, l'Allemagne, on ne fait pas pire que les autres pays développés, le Royaume-Uni, les États-Unis. En termes de balance des paiements, on n'est pas pire que le Royaume-Uni et les États-Unis. En termes de besoin de financement à long terme des régimes de retraite, on est plutôt mieux, en fait, que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne. Je vais arrêter là mon énumération. Est-ce qu'il n'y a pas un catastrophisme? Non, je ne crois pas, parce que c'est là que la comparaison avec l'Afrique est intéressante. Pendant 50 ans après les indépendances, l'Afrique a été prise dans la trappe de la pauvreté et du sous-développement. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la croissance démographique était plus rapide que la croissance économique et les gains de productivité. Et elle a échappé à cette trappe depuis 2000, puisque depuis 2000, la croissance est de 5,5%, les gains de productivité supérieurs à 3%, et la population augmente autour de 1,5%. Et ça nous donne le démarrage, le décollage de l'Afrique, même si les situations sont très différentes sur le continent. En France, depuis 2008, nous avons gagné 1,5 million d'habitants, c'est très positif, mais le PIB n'a pas progressé. Il a même un tout petit peu décliné. Donc on voit très bien l'effet que ça donne en termes de richesse par habitant. C'est moins pire que l'Europe du Sud. Le nombre d'emplois a diminué, la production industrielle a chuté de 16%. C'est un record absolument historique. Et c'est vrai que l'Europe du Sud a souffert, mais aujourd'hui, l'Espagne ou l'Italie vont mieux que la France. L'Espagne construit plus d'automobiles que la France. En 2013. L'Italie et l'Espagne redémarrent, mais sur un champ de ruines, avec un taux de chômage, un appauvrissement invraisemblable. Alors pour l'Espagne, le taux de chômage est très élevé, effectivement, va commencer à diminuer. Un degré de faillite des PME en Italie qui est extraordinaire.
Eh ben, le tissu industriel italien, il ne résiste pas si mal. À preuve, l'Italie a quand même réussi, sur les 10 premiers mois de 2013, à dégager un excédent commercial de 25 milliards grâce à la force de ces PME. Pour nous, sur l'année, c'est un déficit de 61 milliards. Pour rentrer dans les chiffres, on ne va pas faire un débat de chiffres. Mais l'excédent commercial dégagé par les pays du Sud, et notamment par l'Italie et l'Espagne, il tient en grande partie à la baisse de la demande intérieure, plus qu'au renforcement des exportations. Non, parce que les exportations espagnoles ont cru de 20% depuis 2008. Donc on a effectivement un effet de dépression, mais on a aussi un effet spectaculaire de retour de la compétitivité prix de ces pays. Donc aujourd'hui, je pense que pour la plupart des observateurs, il y a une position de la France qui est une position de grande vulnérabilité par rapport aux efforts, la très bonne compétitivité qualité du nord de l'Europe, les efforts de réforme et de compétitivité prix du Sud. Et c'est vrai que si nous ne bougeons pas, alors ce livre est fait justement pour faire un électrochoc et faire bouger. On a bien compris que vous voulez faire bouger les choses. Non, mais quand Orwell a imaginé Big Brother en 1949, évidemment, c'était pas pour que les démocraties basculent dans le totalitarisme. C'était pour montrer le risque et permettre de le conjurer. Moi, je fais la même chose. Je n'invente rien, je montre les conséquences mécaniques de nos défaillances si nous n'arrivons pas à régler nos problèmes. Alors malheureusement, Orwell avait raison sur un plan qui n'était pas prévu. On l'a vu avec l'histoire de la NSA, c'est que les caméras sont partout et la surveillance est partout. Mais revenons à votre livre. Tous les indicateurs de danger sont-ils déjà allumés? Alors vous décrivez l'horizon à 2040 et je prends ce que vous écrivez dans ce livre. 3 décennies de croissance zéro, une inflation de plus de 10% par an, une dévaluation de 80% du franc, puisque nous sommes sortis de l'euro en 2031. Pourquoi aussi loin d'ailleurs? Pourquoi en 2031? Pourquoi pas avant? Un chômage structurel de masse qui touche plus de 25% de la population active et une dette insoutenable de 185% du PIB. C'est déjà écrit là sur la pente dans laquelle on est? Alors c'est écrit si nous ne changeons pas. Bien évidemment, tout le but, c'est d'y arriver. Mais si on regarde par exemple la fameuse idée selon laquelle la France est la 5e puissance économique du monde, c'est vrai, mais ça va s'éroder extrêmement rapidement. Ce sera autour du 8e rang vers 2020, autour du 15e vers 2030, et puis si ça risque de continuer. Je donnerai l'exemple de l'Argentine. L'Argentine était dans les 10 premières puissances économiques du monde dans les années 30. Ensuite, elle a fait d'énormes erreurs sur le plan économique et politique avec le populisme. Et aujourd'hui, elle est complètement déclassée. Donc, l'idée, c'est bien ça, c'est que, évidemment, le déclin n'est absolument pas fatal et on peut tout à fait se redresser. D'ailleurs, la France l'a fait plusieurs fois dans son histoire. L'Allemagne l'a fait récemment. Les États-Unis aussi se sont spectaculairement repris. Mais le redressement n'est pas fatal. Donc, cette espèce d'idée subliminale en France qui est « oui, ça va très mal, mais de toute manière, mécaniquement, on va toucher le fond de la piscine et tout ça va repartir vers le haut mécaniquement », c'est pas faux. C'est faux, il n'y a rien de mécanique. Alors, vous le savez, ça peut très bien arriver si nous nous mettons en position de réformer notre pays. Si nous continuons à avoir des politiques complètement déraisonnables, le pays va continuer à chuter. Alors, vous le savez, il n'y a rien d'inexorable. Il y a 30 ans, on décrivait le Japon comme première puissance mondiale. Il y a quelque temps, on disait c'est la Chine, les émergents, les BRICS qui vont prendre le dessus. Et on note depuis un an une espèce de basculement du monde puisque les pays avancés reprennent de l'énergie. C'est plutôt certains pays émergents qui sont dans une situation plus difficile. Ce que je remarque et sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est que les pays qui rebondissent le plus, je mets toujours à part l'Allemagne dans les pays avancés, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni sont 3 pays qui ont une politique monétaire abondante et accommodante. Nous avons une politique restrictive. Comment sortir de cette situation? Alors, 2 remarques. D'abord, vous avez parfaitement raison de le souligner, nous sortons de 10 ans avec un paradigme, le Nord déclinant, le Sud triomphant. Ça n'est plus vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire certains pays. Aujourd'hui, la ligne de clivage, elle passe entre ceux qui sont capables de se réformer et les autres. Les États-Unis, effort spectaculaire, politique monétaire accommodante, effectivement, avant d'en venir au resserrement budgétaire. Mais le fond de la reprise américaine, c'est le travail qui a été fait sur l'appareil de production. Les gains de productivité ont été absolument spectaculaires sur la productivité du travail. Le prix de l'énergie a été divisé par 3. Le secteur bancaire a été restructuré et recapitalisé. Les États-Unis investissent plus aujourd'hui qu'en 2007, pratiquement 400 milliards de dollars par an et concentrés beaucoup dans les nouvelles technologies. Donc,
Cette ligne de clivage, c'est entre ceux qui se réforment, ceux qui ne se réforment pas. Dans le sud, se réforme la Chine qui va continuer, donc, même si elle a beaucoup de difficultés sur son système bancaire, à avoir de bonnes performances. En revanche, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie souffrent énormément. Dans le nord, l'Allemagne continue à bouger, les États-Unis se sont réformés. Si la France ne se réforme pas, les choses iront mal. Et donc, oui, la politique monétaire est évidemment un des éléments de reprise. Alors, quand on a en plus le dollar, ça simplifie encore plus les choses parce qu'évidemment, on peut jouer sur l'ensemble du système mondial. Mais derrière, les pays qui redémarrent sont ceux qui, en même temps, se sont servis de ce sursis qui est aménagé par la politique monétaire pour faire le travail fondamental sur la compétitivité et sur tous les facteurs de production, le travail, le capital, l'énergie, la technologie. Alors il y aurait des longs développements à faire sur ces points, mais je voudrais qu'on consacre une partie de notre entretien à une des grandes originalités de votre livre, en dehors de sa forme, c'est d'attirer l'attention sur le développement de l'Afrique. Mais est-ce que vous ne faites pas un tableau un petit peu idyllique du développement de l'Afrique? Alors je voudrais lire une lettre de Stella Aidja à son mari Alassane Bono, qui est le héros directeur général du FMI de votre livre. L'Afrique est l'étoile montante du XXe siècle, déclare-t-elle. La classe moyenne compte plus de 600 millions de personnes. Les 30 glorieuses africaines sont marquées par une croissance supérieure à 8% par an. On est en 2040, hein, il faut le citer. Son moteur se trouve davantage dans la consommation que dans l'exportation. Nous avons fait le pari de préserver notre environnement pour permettre un développement durable. Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste pour l'Afrique ? C'est ce qui se passe depuis 2000, comme je l'expliquais. Aujourd'hui, l'Afrique a échappé à cette trappe du mal développement et de la pauvreté. Ce que je raconte là encore, je n'invente rien. Quand on prend l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, elle a un taux de croissance supérieur à 8%. Le Nigeria a 160 millions d'habitants, aura 400 millions d'habitants en 2050 et donc aujourd'hui a une croissance qui est supérieure à 8,5% par an. La classe moyenne atteint déjà une centaine de millions de personnes et donc l'Afrique présente cet intérêt que c'est la nouvelle frontière de la mondialisation. Pourquoi ? Elle va gagner 1 milliard d'habitants d'ici à 2050 et si on arrive à les faire sortir de la pauvreté, c'est une formidable capacité de demande. Par ailleurs, on a une classe moyenne qui effectivement est en train d'émerger. L'essentiel des ressources en terre et en énergie se trouve en Afrique. Prenons là encore des exemples simples sur l'énergie. C'est pour ça qu'on peut avoir du développement, et un développement qui ne sera pas celui de l'Asie. D'abord parce que pour l'instant, c'est un développement endogène. L'Afrique a très bien traversé tous les chocs depuis le début des années 2000 parce que c'est avant tout la demande intérieure qui porte ce développement. Et ensuite, on peut avoir un développement qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc un développement très auto-centré sur la demande intérieure. Voilà, qui n'exclut pas... On ne sera pas dans une stratégie mercantiliste comme l'a fait l'Asie. Non, mais on sera quand même dans la mondialisation, mais je pense qu'il y aura une demande intérieure forte. Et par exemple, les capacités évidemment d'énergie solaire sont immenses en Afrique. Aujourd'hui, on voit très bien que l'Afrique commence à travailler. C'est là qu'on commence à développer des capacités de stockage de l'électricité avec des batteries qu'on installe dans des conteneurs. Et donc, l'Asie, contrairement à l'Asie, qui a quand même un problème majeur de pollution, l'Afrique peut par ailleurs mettre en place un modèle de développement qui soit plus respectueux de l'environnement et donc plus soutenable. Alors je voudrais rester sur l'Afrique et poser le problème des relations entre la France et l'Afrique. C'est un point intéressant. Nous avons du mal à vivre le fait que nous ne sommes plus une grande puissance, mais nous restons une puissance au moins économique intermédiaire, encore une puissance de second rang, mais tout de même une puissance de second rang au plan militaire. Est-ce qu'un pays comme la France ne doit pas conserver, non pas une zone d'influence, mais une zone de coopération privilégiée ? L'Allemagne a reconstruit une zone de coopération privilégiée avec la Mitteleuropa. Est-ce que, pour la France, l'orientation ne doit pas être plein sud vers l'Afrique ? Bien sûr, mais pour l'instant, on a une position bizarre. C'est-à-dire que la France est surexposée stratégiquement en Afrique avec les interventions militaires au Mali et puis en Centrafrique après la Libye et puis la Côte d'Ivoire. Et en même temps, elle a perdu la moitié de ses parts de marché depuis 2000, ce qui est quand même spectaculaire. Donc il y a un affaiblissement économique. C'est vrai que l'Afrique, pour la France, est un terrain d'expansion formidable. D'abord, pour une raison qu'on oublie souvent, mais qui est la langue. On va avoir 1 milliard de francophones
en 2050, grâce au développement de l'Afrique. On a besoin de former tous ces gens-là. Par exemple, si on veut faire de l'université en ligne, c'est quelque chose, un champ absolument colossal. Et ces universités en ligne demandent d'avoir évidemment des professeurs, demandent d'avoir des manuels en ligne. Donc il y a beaucoup de choses à imaginer. Et par ailleurs, cette Afrique de l'Ouest, c'est une Afrique qui non seulement a pour l'angle français, mais qui a des concepts juridiques, des modes d'organisation économique. Si on prend par exemple le franc CFA, qui est un facteur majeur d'intégration, ça se fait avec des concepts et des outils qui sont très fortement marqués par notre culture juridique et notre culture économique. Donc la France a de fait tout intérêt à redevenir un acteur majeur économique en Afrique, mais dans le monde moderne et pas dans le monde ancien. C'est-à-dire que cette Afrique nouvelle, avec une porte le marché est beaucoup plus important, la gouvernance a été améliorée, et donc il faut y revenir effectivement, pas sur le mode de la France-Afrique, mais sur le mode d'un compétiteur qui doit être meilleur que les autres. Alors, vous évoquez dans votre livre le Bénin, qui est un tout petit pays, mais est-ce que la porte de l'Afrique, pour nous, c'est pas plutôt l'Algérie? Une Algérie qui, elle aussi, se réformerait. Il y a beaucoup de portes. Si on regarde aujourd'hui un pays comme le Maroc a une industrie financière qui est tout à fait active et qui justement est en train de devenir le levier financier pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie, je parle de miracle algérien dans ce livre. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un pays qui a des atouts immenses, des atouts de ressources naturelles, mais surtout des atouts humains avec un potentiel, un capital humain extraordinaire et qui aujourd'hui est totalement, j'allais dire, gelé par la structure politique du régime. Donc, ce sont en quelque sorte le jour où l'Algérie se réveillera, elle est clairement un nouvel émergent. Alors, juste pour conclure, on va revenir à votre héros, Alassane Bono, et sur un terme positif, et je le cite, donc je vous cite en fait. « Je ne peux pas croire qu'une nation qui est l'héritière d'une telle civilisation dispose de tels atouts et forme de tels talents ne puisse se reprendre. » Mais c'est exactement la conclusion, c'est-à-dire que vous avez dit que c'était un conte politique et moral, et si donc il y a une morale à ce conte, eh bien c'est bien que notre avenir, en bien comme en mal, ne dépend que de nous, et donc maintenant il faut absolument réformer la France, et évidemment sans attendre 2040. Eh bien c'est sur ce thème d'espoir que j'invite à lire les lettres béninoises. Nicolas Bavray, merci. Merci beaucoup.